Bonjour à tous et bienvenue dans ce Café des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de droit des pères avec Didier Quertan, qui est le président de SOS Papa Nord Picardie, une association qui a été créée en 2007. Et donc, nous allons parler ensemble et discuter avec lui déjà de son association, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que fait SOS Papa, en tout cas la branche Nord Picardie. Parler un petit peu de l'historique du droit des pères, voir comment ce droit des pères a pu évoluer au cours des 10 ou 20 dernières années, et puis peut-être parler un petit peu aussi de politique, voir comment la problématique du droit des pères s'inscrit dans le contexte plus large, à la fois dans le combat pour l'égalité femmes-hommes, et aussi dans toutes les problématiques que rencontrent les associations, c'est-à-dire les subventions, les reconnaissances au niveau politique, à la fois local et national. Didier, eh bien bonjour et bienvenue à toi, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu veux peut-être te présenter rapidement SOS Papa Nord Picardie pour nos auditeurs? Alors SOS Papa Nord Picardie a été effectivement créé en 2007, puisque nous étions un groupe de bénévoles actifs sur notre région Nord et Picardie. Nous avons donc pu créer effectivement cette association de loi 1901, obtenir assez rapidement dans la foulée la reconnaissance d'intérêt général par les services fiscaux, ce qui nous permettra, et on en rediscutera peut-être, d'accéder aux fonds privés comme le mécénat. Donc SOS Papa Nord Picardie, nous avons droit à nos deux parents, c'est-à-dire qu'on s'appelle SOS Papa au singulier et non pas au pluriel, c'est-à-dire que c'est l'appel de l'enfant vers ses parents, vers son père en particulier, et vers la branche paternelle, puisque lors des séparations sont concernés effectivement les pères, mais également toute la branche paternelle. Alors c'est les grands-parents, c'est les cousins, les oncles, les tantes, et parfois également la recomposition familiale. Donc partant de ce constat, effectivement, nous avons considéré qu'il fallait dépasser l'accueil des pères, puisque nous accueillons principalement des pères en séparation dans nos différentes villes grâce à un maillage de bénévoles et du territoire pour les accueillir chez nous. Donc il y a ce maillage sur la région Nord, sur la région Picardie, qui permet de recueillir les paroles des pères et d'essayer de trouver des solutions individuelles, ce que nous on appelle une stratégie individuelle, pour faire face aux problématiques liées à la séparation, c'est-à-dire la partie juridique pure, avocat, juge aux affaires familiales, la partie autorité parentale aussi, comment rester père après la séparation, et également comment pouvoir faire avancer les droits des pères par un lobbying, si on peut dire, auprès des politiques locaux, auprès des structures qui s'occupent de la famille, type caisse d'allocation familiale et autres. Donc depuis ce temps, effectivement, on avance tout doucement auprès de nos interlocuteurs. On essaie de les convaincre effectivement de l'importance de la coparentalité après séparation, puisque nous, ça c'est notre credo, la coparentalité. J'ai droit à mes deux parents, c'est-à-dire que les deux parents doivent être présents dans l'éducation des enfants. Et donc pour ce faire, nous avons essayé d'intégrer effectivement des programmes officiels, tant auprès de la CAF qu'auprès des services préfectoraux, pour obtenir des subsides, pour pouvoir effectivement évoluer et proposer des services intéressants à nos adhérents. La particularité du Nord Picardie, c'est qu'effectivement, il y a une forte entraide entre nos adhérents, c'est-à-dire que les gens se contactent entre eux pour essayer, par exemple, d'obtenir des entretiens avec les députés, avec les sénateurs, avec tous les décisionnaires politiques, mais également à titre de pair, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à s'entraider
pour aller, par exemple, chercher des enfants chez une maman plus ou moins récalcitrante, qui ne reconnaît pas et qui ne peut pas faire appliquer le jugement, qui ne veut pas appliquer le jugement, pour être précis. Et donc, on se regroupe parfois devant les domiciles des mères récalcitrantes. Alors, parfois avec la gendarmerie, parfois avec la police, parfois avec les médias pour faire un petit peu de tapage. Et on obtient comme ça ce service d'entraide. Service d'entraide qui a existé également dans les débuts des années 2000 pour faire valoir nos droits auprès des CPAM, des caisses primaires d'assurance maladie, puisqu'il faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal, mais on a réussi, et on pourra développer éventuellement plus tard, à faire en sorte que les enfants apparaissent sur les cartes vitales du père, ce qui n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est très important. On a également pu faire en sorte que la caisse d'allocation familiale reconnaisse le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée, chose qui n'était pas inscrite dans la loi. Donc ça peut être des recours soit en cour de cassation, soit en Conseil d'État pour obtenir ce type de droit. Et également, un gros sujet qui nous a amené à contacter les médias et à faire beaucoup de tapage, c'est notre possibilité, et là vous allez peut-être être surpris, d'un droit de vote aux élections de parents d'élèves. C'est-à-dire que les pères, avant 2007, n'avaient pas le droit de voter aux élections de représentants de parents d'élèves, ni de se présenter. Attends, c'était pas le droit où il fallait un parent par famille. Voilà. Donc c'était un vote par famille, et donc nous sommes allés, et moi j'ai participé à cette démarche, nous sommes allés devant les tribunaux administratifs pour faire valoir nos droits. Donc à partir de là, comme on était quand même plusieurs et assez nombreux à faire ce type de démarche, tout comme nous avons eu ce type de démarche aussi auprès des CAF pour le partage des allocations en cas de résidence alternée. Les tribunaux administratifs nous ont retoqué, mais effectivement, les décisions judiciaires sont remontées au ministère, et un an ou deux après, nous avons obtenu le droit de vote et le droit de nous présenter aux élections de parents d'élèves. Donc il y a quand même des acquis assez positifs au cours de ces années 2000, au démarrage du XXIe siècle. La pierre angulaire étant effectivement la loi de mars 2002 de Ségolène Royal, introduisant la possibilité de résidence alternée dans le Code civil. Intéressant. Moi j'ai une question toute simple en fait, c'est combien vous êtes? Alors que ce soit pour Nord-Picardie ou pour l'association SOS Papa, l'autre, est-ce que c'est public d'ailleurs? Combien est-ce que vous êtes et voilà, comment est-ce que vous entraidez dans une ville, etc. Alors nous on est à peu près 1500 sur le Nord-Picardie. On peut compter sur 30 à 40 bénévoles, ce qui est quand même assez énorme dans une association d'hommes et en particulier de pères, puisque effectivement il y a les difficultés personnelles à surmonter pour pouvoir aller aider les autres pères, les autres parents ou les grands-parents parfois, hein, puisqu'on aide des grands-parents également. Et on arrive par cet effet effectivement à se faire entendre par les politiques. C'est génial. Ensuite, donc ouais, sur les députés, comment est-ce que vous allez les voir? Comment vous faites pour rencontrer les députés? Alors tout simplement, quand il y a effectivement un peu d'actualité bouillonnante, quand ça commence un petit peu à bouillonner, il y a eu par exemple, il y a eu la période où les pères sont montés sur les grues à Nantes. Là, effectivement, les services de l'information générale, hein, les anciens RG, nous sont tombés dessus en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Hérault s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces gars-là qui se bougent? Et donc, à partir de là, à partir du moment où on a su médiatiser ce mouvement, qu'on en pense du bien ou du mal d'ailleurs, puisque c'est quand même assez dangereux comme démarche, nous avons pu être reçus et écoutés par les députés. Mais c'est vrai que la première fois que nous avons été reçus par un député ici dans l'Oise, en l'occurrence M. Courcial, qui était à l'époque le plus jeune député de France, nous disait « Les gars, je suis entièrement derrière vous ». Et il nous a permis d'être accueillis pour la première fois au ministère des Affaires sociales, donc en 2007. Ministère des Affaires sociales qui nous a même dit, franco, que 2 ans auparavant, il ne nous aurait même pas reçus, quoi. Donc il y a quand même des choses, il y a quand même des évolutions au cours du temps, mais il faut effectivement, quand on ne peut pas passer par la porte, on essaie de passer par la fenêtre. Ouais. Donc il faut mener en fait des grandes actions de communication qui font du brouhaha dans les journaux, de façon à ce que c'est à ce moment-là en fait que les députés commencent à accepter les visites, etc. quoi. Malheureusement, parce que quand nous avions fait la montée sur les locaux de la Poste à Lille,
Bon, ça avait été organisé officiellement par notre association, donc tout avait été millimétré avec les membres du bureau, hein, que ce soit la couverture publicitaire, entre guillemets, auprès des médias, la couverture policière, pour effectivement se couvrir et qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de problème. Le représentant du préfet nous a en irlandais, il nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous montez sur des bâtiments publics, c'est anormal. » Je lui ai dit « Monsieur, je suis désolé, ça fait 2 courriers qu'on vous envoie, on essaie de vous alerter sur la situation des pairs, vous ne nous répondez pas. Là, vous nous recevez en 2 heures de temps. » Voilà. D'accord, donc c'est assez encourageant parce que voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un moyen de se faire entendre. Il faut juste être nombreux. Tu dis 1500 personnes, donc, et puis être en action, mais voilà, il y a peut-être moyen effectivement de se faire entendre. Ouais. Voilà, okay. Sachant que effectivement, il faut partir du principe quand même que les pairs sont en grande souffrance en arrivant chez nous, qu'ils ont fait un très très grand pas quand ils poussent la porte de nos permanences, de nos groupes de parole. Hein, ils ont fait un très grand pas. D'ailleurs, souvent, dans la moitié des appels, ce sont des femmes qui nous appellent, hein, des nouvelles compagnes, des grands-mères, entre guillemets, qui nous appellent pour dire, bah voilà, le papa ne va pas bien, il faudrait qu'il vienne vous voir. Donc, à partir de là, effectivement, on essaie de l'accueillir au mieux dans nos groupes de parole. Tu penses que vous accueillez combien de nouvelles personnes par an, combien de nouveaux dossiers? 400 à 500 personnes. Ouais, parce que j'avais entendu dire quelque chose comme les gens ont tendance à rester à SOS Papa pendant à peu près 3 ans et à faire peu finalement de militance. Alors peut-être que tu as de la chance en Nord-Picardie, mais ils viennent souvent pour régler leurs problèmes en fait, mais pas forcément ceux des autres. Je suis d'accord sur ça quand tu évoques SOS Papa. Chez SOS Papa Nord-Picardie, on a un état d'esprit assez différent. Je crois que c'est dû à notre culture, effectivement. Et il y a ce système d'entraide qui marche toujours. C'est-à-dire qu'il y a un bénévole, je peux ne pas avoir de nouvelles de lui pendant 2 ou 3 ans. Et quand je le sollicite pour aider un autre père, il est présent, il répond présent. Donc il y a vraiment cet état d'esprit dans le Nord-Picardie, ça j'y tiens, d'entraide et d'aide mutuelle. Oui, tout à fait. On a même des pères qui vont dans les commissariats pendant que l'autre papa est en garde à vue, par exemple, pour le soutenir et pour titiller les flics, en leur faisant comprendre que il faut pas faire n'importe quoi avec nos papas, quoi. C'est super intéressant tout ce que tu nous racontes, Didier. Il y a un point qui quelque part je sais pas trop comment me positionner parce que c'est à la fois encourageant et en même temps je trouve que c'est un peu triste. C'est cet état d'esprit que s'il n'y a pas des grandes actions extrêmement visibles avec un coût marketing et tout ça, finalement il peut ne rien se passer pendant des années et ça marche que au buzz en fait. Et ça je trouve ça un petit peu triste quelque part parce que moi j'avais suivi effectivement ces histoires de pères qui étaient montés sur des grues et c'est vrai que c'était assez impressionnant l'emballement médiatique que ça avait suscité et ça compte parmi les rares articles qui concernent la condition des pères en fait. En dehors de ça, une recherche Google va pas sortir beaucoup d'articles sur la condition des pères. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait des actions hyper médiatisées pour que on en parle un peu en fait. Est-ce que tu as une vision aussi est-ce que ça fonctionne qu'au buzz ou est-ce que c'est un peu mieux que ça quand même? Cette action qu'on a montée à Lille, on était un petit peu parce que nous on fait soupape. C'est-à-dire qu'on fait cocotte. Si vous avez une cocotte minute, si on relâche pas un peu de pression de temps en temps, ça va exploser. Donc moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer justement aux institutionnels. C'est-à-dire qu'on est là pour tempérer un petit peu. Hein, puisqu'on a beau tempérer, Alexis le sait très bien, il y a quasiment 2 à 3 pères qui se suicident chaque jour. Donc on a beau tempérer, il se passe quand même des choses graves. Donc nous, on a fait un petit peu cocotte minute, on était un peu contraints, on s'est dit, on va encadrer cet événement à Lille, parce qu'effectivement, nos pères, sinon, auraient pu faire tout et n'importe quoi. Hein, on a été jusqu'à sélectionner les pères qui, entre guillemets, qui étaient en capacité mentale et physique de monter comme ça sur un bâtiment public. Donc effectivement, ça a mis un petit coup de pouce à notre situation. D'ailleurs, moi j'ai eu deux interlocuteurs la semaine dernière complètement différents en pénitentiaire et en espace rencontre. SOS Papa, c'est vous qui montez sur les grues. La première réflexion qu'on m'a faite. Alors que c'est quelque chose qui a quasiment plus de 10 ans. Donc nous, on a choisi, et moi je suis un peu la génération de Coluche, c'est-à-dire que Coluche critiquait le système, puis à un moment il a dit, j'en ai marre que les gens crèvent de faim, je fais les restos du cœur. Je le verrai toujours plein cadre à la télé nous expliquer ça. Donc nous, on a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est dit, nous sommes des pères de seconde catégorie, nous sommes des citoyens de seconde zone,
mais à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc on s'est dit, on va y aller, et effectivement, plutôt que des actions médiatiques, on a choisi de travailler sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, avec tout ce qui est travail social, institutions sociales plus ou moins engagées sur la parentalité, donc c'est vraiment un choix que nous avons fait. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça plaisait beaucoup aux bénévoles également de représenter l'association auprès des politiques, des institutions, et ça plaît toujours, parce que ils ont l'impression de défendre la totalité des pères. Donc nous, on n'est pas très inquiets effectivement sur la pérennisation. D'ailleurs, on a un conseil d'administration qui est complet, on a des réunions de bureau régulièrement, et on a pu effectivement, grâce à ce nombre, envisager des subventions, envisager des financements, pérenniser nos actions et proposer, être force de proposition auprès des institutionnels pour mettre en avant la parentalité côté père. Alors c'est là qu'effectivement qu'on rentre dans le cœur du sujet. Voilà, pour moi c'est effectivement les relations avec les institutions. Comment est-ce qu'on commence à créer ces relations et est-ce qu'il y a des dossiers qui se passent bien. Donc je crois que tu interviens par exemple auprès de la CAF, ou alors vous intervenez auprès de la CAF par exemple pour organiser le café des pères, si je me souviens bien. Alors oui, nous intervenons pour animer le café des pères à Paris. Bon, ça c'est un peu effectivement une action qui rejoint notre action de groupe de parole dans notre région. Donc le tout, c'est effectivement par rapport à ces actions qui sont menées, de coordination, de centralisation des appels, de répartition des appels et d'écoute également, de pouvoir avoir une personne à minima salariée dans l'association, qui puisse recueillir toutes ces paroles des pairs et les orienter sur nos structures et nos groupes de parole. Donc pour ce faire, effectivement, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés voir les différents dispositifs existants pour obtenir des financements. Alors c'est quoi ? Je pense qu'il y a des centres communaux d'action sociale, je crois. Alors en principal, on a ce qu'on appelle les réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité. Donc je pense que nous sommes la seule association de pères en France à les solliciter. Donc ce qu'on appelle les REAP en résumé, qui font des appels à projets de façon annuelle et qui demandent, que proposez-vous comme dispositif, que proposez-vous comme projet pour la parentalité. Donc bien évidemment, en général, on est bien accueillis, puisque je crois que la CAF de Paris a plus de 250 projets parentalité financés, je crois qu'il n'y en a pas un seul spécifique au père. Donc forcément, certains départements nous accueillent de façon très intéressée. C'est marrant, donc ils ont quand même un intérêt, parce qu'on pourrait se dire qu'ils peuvent être misandres comme la majorité des hommes politiques le sont, par exemple, et puis voilà. Mais finalement, non, tu es en train de raconter que vous êtes accueillis à bras ouverts, quoi. Ça dépend des caisses d'allocation familiale qui ont chacun leur autonomie par département. Donc on a un très bon accueil, effectivement, actuellement, de la caisse d'allocation familiale de la Somme, qui nous aide vraiment dans le cadre de ces réap. Effectivement, la CAF du Nord est un peu plus réticente et la CAF de l'Oise se montre complètement distancée par rapport au travail qu'on peut faire sur la parentalité. Voilà. Le deuxième point, c'est effectivement, je l'évoquais tout à l'heure par le biais de l'association d'intérêt général, c'est l'approche de mécénat, sur effectivement tout ce qu'on appelle maintenant l'inclusion sociale, la parentalité, l'accès au numérique, puisqu'on fait de l'accès au numérique pour la détention. Donc ces divers programmes, en fait, on fait une chasse entre guillemets aux appels à projets et on essaye de demander des subventions sur des projets, sur des dispositifs et une originalité. C'est surtout ça qui nous importe en fait. Donc tu es venu ici pour parler avec la plus grande audience possible du fait que vous avez besoin de mécénat et de subventions d'entreprise qui soient de l'ordre de 1 000 € ou au-delà, quoi, en fait. Oui, largement plus, puisqu'on a quand même pas mal à salariés, c'est quand même très coûteux, des dispositifs à mettre en place, il faut du matériel, il faut des choses comme ça. Donc on s'est vraiment concentré sur le pratico-pratique, c'est-à-dire donner quelque chose, être effectivement force militante et de contestation, mais à un moment, effectivement, on a choisi, nous, dans le Nord Picardie, de rentrer dans les dispositifs. Et ça, c'est suite à
une superbe conférence de Madame Sullereau, alors qu'on était encore rattaché à notre président Cazenave au national, qui nous avait dit que effectivement SOS Papa devait cranter, si on peut dire, et devenir un interlocuteur privilégié des institutions familiales pour justement aider l'État à gérer les familles en France. Et c'est vrai que quand on est revenu de cette conférence avec une telle conclusion de Madame Sullereau, qui était la créatrice du planning familial, qui nous a quittés d'ailleurs il y a 2 ans, ça nous a mis du baume au cœur et on s'est dit bon bah voilà, on va mettre les mains dans le cambouis et on va essayer de proposer des choses différentes, proposer des choses au pair et puis on essaye effectivement de s'adapter en fonction des départements, puisque là nous on rayonne sur ces départements. Il y a des départements qui sont plus ou moins intéressés par nos projets. Alors, je suis désolé, je ne connais pas Madame Sullereau. Comment ça s'écrit ? Sullereau, S-E-L-R-O-T. D'accord, et c'est elle qui a créé le planning familial en France ? Voilà, tout à fait. Et donc, c'est elle qui ensuite nous a rejoints comme marraine d'honneur. Alors là, elle s'est fait vilipender par les féministes, enfin plutôt les féministes type marxiste, type Laurence Rossignol. Mais elle nous a soutenus jusqu'au bout, effectivement, dans nos actions. Et elle nous a dit vraiment de nous engager sur le politique au sens large, c'est-à-dire vraiment la vie de la cité et la vie des pères. Parce que c'est vrai que, comme je vous le redis, il faut, lors d'une séparation, quand on est père, se dire qu'effectivement, on va être en quelque sorte citoyen de seconde zone. Ça, on le ressent au jour le jour. Ouais, c'est vrai qu'on a ce même problème avec Moss, la même interrogation, Moss, Radou, et puis tous les gens qui sont dans la manosphère Internet, je dirais, dans l'androsphère Internet, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, parce qu'on peut aider en théorie à travers des vidéos sur Internet, communiquer à propos du sujet, être militant politique, mais quand on est militant politique, on n'est pas en train d'aider en pratique. Et s'il y a quelqu'un qui a faim, comme le disaient les Restos du Cœur, il faut peut-être lui donner à manger directement. Et c'est là que j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez un bon projet SOS Papa qui est d'agir directement en faveur de ces hommes-là, quoi. Est-ce que vous organisez quoi, des groupes de parole du coup ? Comment ça se passe ? Je parle aussi là pour les REAP dont tu parlais. Est-ce que du coup vous avez des salons d'accueil où les pères peuvent parler ? Alors, qu'est-ce qui se passe au quotidien, quoi ? Nous, au départ, on appelait ça des permanences, c'est-à-dire que ça s'appelait permanence, on recevait les pères. Et la première fois où je suis allé à une réunion de type REAP, donc avec différents interlocuteurs, CAF, MSA, c'est-à-dire Mutuelle Sociale Agricole, puisque nos départements aussi ont encore un fort impact rural. Donc la MSA, c'est tout ce qui gère les cultivateurs et tout le monde de la ruralité sur nos départements. Le conseil départemental parfois qui est présent. Et donc effectivement, la première fois où je suis allé à une réunion REAP, je n'ai pas compris la moitié de ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire que j'étais complètement à côté de leur vocabulaire, à côté de leurs principes. Donc en fait, je me suis aperçu que nous, quand on parlait permanence, ils ne nous comprenaient pas. Donc il fallait parler groupe de parole. Là, groupe de parole, ça passait, c'est-à-dire c'est un tour de table où on reçoit les parents, grands-parents, et on nous a dit après, dans un second temps, groupe de parole, c'est quand il y a un psychologue. Est-ce que vous avez un psychologue dans vos réunions ? On dit non. Bon, alors, c'est pas un groupe de parole, c'est un groupe de parents. Donc, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment d'une incompréhension totale avec le vocabulaire, le verbiage, si on peut dire, des structures administratives, puisque ce sont des gens, et en général ce sont des femmes qui sont dans les bureaux. Voilà, ça donne l'impression qu'elles ont leur propre structure et qu'elles vous demandent de vous adapter à leur vocabulaire, et donc qu'à travers cette structure-là, vous aurez du mal à avoir une action qui soit masculine, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc nous, effectivement, il y a on s'adapte, et eux s'adaptent aussi à notre façon de faire. Mais c'est certain que le côté masculin, il y avait une incompréhension totale. Alors petit à petit, au cours des réunions, vous commencez à comprendre, voilà. Par exemple, un exemple tout bête, vous allez dire Alexis, on peut se voir tel jour à telle heure, et puis on en discute. Donc le travailleur social va vous dire on va prendre un temps d'échange
pour aborder le sujet de, par exemple. Mais j'exagère même pas. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend beaucoup de temps, en fait. Il faut en faire son métier. Quand on veut participer à ce genre de réap, c'est ça. Il faut vraiment y passer un plein temps pour comprendre leur vocabulaire, mais du coup bénéficier de leur support. Du coup. Le problème, et moi je suis d'une génération où j'aime bien rencontrer les gens, le problème c'est que ces appels à projets sont uniquement sur dossier. Donc à la base, si vous voulez, au départ, on a dû effectivement devenir rentrer dans les cases, puisqu'il y a des dossiers spécifiques, des volets CERFA, des choses comme ça. Donc là, en ce moment, on en envoie 1 à 2 par semaine de demandes de subventions. Il y a des périodes qui sont comme ça assez chaudes. Et il faut effectivement s'entourer de compétences, de gens compétents pour faire avancer les dossiers et pour rentrer dans le cadre et dans le moule effectivement de ce qu'on nous demande. C'est-à-dire partir de notre projet à nous, de notre situation et s'adapter et rentrer dans leur clou en fait. Ok. Bon, il y a un autre sujet dont je voulais te faire parler, c'est j'ai entendu dire que tu intervenais en prison et ça me semblait passionnant ce que vous faisiez avec les prisons. Donc voilà, est-ce que tu pourrais détailler ces actions-là et les différentes relations que vous avez dans ces situations-là, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a accepté de mettre en place, puisque les services pénitentiaires de l'Oise sont venus nous chercher il y a une dizaine d'années pour assurer le transport des enfants vers les parloirs médiatisés pour qu'ils puissent voir leurs parents, leur père en l'occurrence. Donc on a commencé sur la maison d'arrêt de Compiègne qui depuis a fermé et on a continué dans la lancée puisque les autres centres pénitentiaires se sont dit « Ah, il y a une association qui s'occupe de ça, on va y aller aussi, on va les solliciter ». Donc maintenant, dorénavant, là depuis une dizaine d'années, nous avons une convention avec les services pénitentiaires qui nous mandate pour amener les enfants voir leur père en parloir médiatisé, effectivement. Les pères incarcérés. Donc c'est des pères qui ont obtenu la garde, c'est ça, et la mère a pas forcément envie d'aller jusqu'à la prison, et du coup vous vous chargez d'emmener l'enfant. Alors on a toutes sortes de situations. On a des situations où les parents sont encore en couple, mais la maman ne peut pas y aller, pour diverses raisons variées, voilà. On a des situations effectivement où les pères obtiennent auprès du juge aux affaires familiales, j'allais dire comme vous et moi, mais comme vous, comme moi, un droit de visite. C'est-à-dire que le juge parfois nous appelle, il nous dit bon voilà, est-ce que vous seriez en capacité, du fait qu'il y a cette convention présentée par l'avocat du père, est-ce que vous seriez en capacité d'acheminer l'enfant? Moi j'accorde ce droit au père, mais est-ce que vous pouvez le faire? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous intervenons toujours sous couvert soit d'une décision de justice, soit d'un accord des deux parents, soit d'une absence d'interdiction de contact entre l'enfant et son père. D'accord ? Donc des fois, il n'a pas le droit, il est violent. S'il est en prison, c'est peut-être aussi qu'il est violent. On agit toujours dans le cadre légal, dans un cadre légal. C'est-à-dire que nous, notre interlocuteur, c'est le conseiller pénitentiaire, qui connaît en principe la situation d'un point de vue civil du père, c'est-à-dire savoir s'il a des droits ou pas, ou s'il doit les demander. Donc on fait, nous, parfois, ce qu'on appelle des parloirs avocats. En l'occurrence, ce matin, il y en avait 2. On fait des parloirs avocats, on évoque la situation avec le père, on regarde un petit peu comment il se situe, s'il est incarcéré suffisamment longtemps pour entamer une démarche auprès du juge aux affaires familiales. Et puis ensuite, nous, on joint la convention, on contacte éventuellement l'avocat, mais il y a une question de grande neutralité dans notre démarche. C'est-à-dire que nous ne sommes que prestataires, si je puis dire. Ouais. On n'impacte pas du tout sur la décision du juge, sur la décision. Puisqu'il y a des juges qui vont estimer qu'effectivement, il est dans l'intérêt de l'enfant que l'enfant aille voir son père en détention avec un tiers, en l'occurrence SOS Papa Nord-Picardie pour l'Oise, ou bien il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il n'aille pas voir son père en détention. On a toute la palette, effectivement, de possibilités de droit. Donc dans ce cadre-là, à partir du moment où il y a un cadre juridique bien fixé, ou bien un accord de la maman et une possibilité d'acheminer l'enfant, parce que il ne faut pas non plus qu'il habite au Pays Basque, sinon on aura des problèmes pour aller le chercher. Mais sinon... Mais tu disais que vous faisiez quand même des fois 400 km pour le faire. Oui, ça nous arrive de faire 450-500 km en une journée pour qu'un enfant voit son père pendant 1h30. Donc, compte tenu de cette satisfaction des services pénitentiaires, on nous a confié également, puisque là, il y a eu l'ouverture de la prison de Beauvais, et on nous a confié cette tâche également pour le quartier femmes détenues. Donc, on est susceptible, puisque là, on n'a pas encore eu l'opportunité, si on peut dire, mais on est susceptible d'intervenir aussi au quartier femmes détenues.
quartier femmes détenues, dont une particularité également, et là c'est intéressant également, où il y a une nurserie avec 2 mamans, en général, 2 places pour des mamans qui ont des enfants, des petits bébés avec elles. Donc là, on fait un petit peu l'inverse de l'acheminement d'enfants vers leur père, c'est-à-dire que là, nous, on assure le service entre la nurserie de la détention, de la prison, et la crèche qui est en ville, dans Beauvais. C'est-à-dire qu'il y a un travail de lien avec la maman qui doit se créer, un lien de confiance, hein, bien évidemment, puisqu'on emmène son bébé 2 fois par semaine à la crèche. Et il y a tout ce travail de parentalité qui est fait par nos soins. Et on emmène, puisque effectivement on a un véhicule dédié pour ce programme qui nous a été offert par la Caisse d'épargne de Picardie d'ailleurs. Et donc nous avons ce programme qui est en route depuis le mois d'août où nous acheminons les enfants 2 fois par semaine en crèche à partir de 3 mois, sachant qu'après 18 mois, bon là c'est un peu particulier comme situation, après 18 mois les enfants sont susceptibles d'être placés. Oui, c'est ce que tu disais. En fait, c'est ce que je te demandais par rapport aux femmes en détention, c'est qu'elles ont droit à leur enfant jusqu'à 18 mois et après l'enfant est censé être placé ailleurs. Mais on leur donne le temps de l'allaitement en fait, en gros. Voilà, et puis donc elles sont en ce qu'on appelle en nurserie, c'est-à-dire qu'elles sont complètement isolées des autres femmes détenues. Ah oui, c'est quand même un avantage ça. Voilà, elles peuvent les retrouver effectivement quand elles font des tâches de travail ou quand elles font l'école. Quand elles vont à l'école, elles peuvent rencontrer ces femmes. Mais en présence de leur bébé, elles ne rencontrent pas effectivement... Toi qui interviens dans les prisons, je ne me rends pas du tout compte des nombres, c'est quoi? C'est 15 femmes qui se retrouvent en nurserie? Alors actuellement il n'y a que 2 places dans la nurserie de Beauvais et il y a une 40aine de places pour les femmes détenues, je crois. Dis donc, elles doivent être... considérés comme privilégiés par leur père, quoi, par leur copine de prison, quoi. De pouvoir être isolés et d'avoir accès à leur enfant et d'être isolés du reste du quartier, en fait. Hein. Tu dis qu'elles sont isolées, tout à fait. C'est un principe de précaution parce que, bon, elles ont beau être jeunes et avoir des bébés, c'est quand même pas des enfants de cœur, si on peut dire. Puisque si elles sont là, quand même, incarcérées, soit en préventive, soit sur une peine, mais en général, c'est en préventive, puisqu'une maison d'arrêt... En général, la durée moyenne d'incarcération est de 3 mois. Donc là, quand elles sont en préventif, ça peut durer 1 an, 2 ans, effectivement, en incarcération. Mais effectivement, on voit bien ici que vous agissez pour l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire, un enfant a besoin de ses 2 parents, et donc notamment de sa mère, et donc là, vous agissez littéralement pour la mère, quoi. Tout à fait. Tout à fait, pour le lien de l'enfant. Et avec sa mère... et parfois effectivement avec son père, puisque nous on essaye, tout comme Madame Subreau le faisait au planning familial, on se pose toujours la question, mais où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est du père? Oui, évidemment. Ce que je trouve intéressant, et éventuellement j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aussi, Didier, c'est par rapport à l'actualité, on a l'impression, depuis quelques années, avec il y a eu les débats sur le mariage homosexuel, il y a eu les histoires de PMA, GPA, etc., et puis là, maintenant, en ce moment, on a le président qui a déclaré que il fallait aider les mères célibataires. On a l'impression qu'on essaie de plus en plus de casser le modèle où on considère qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Or, justement, j'ai l'impression que ce que vous faites à SOS Papa, c'est que vous essayez de dire, en fait, un enfant a aussi besoin de son père. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue en fait sur l'évolution historique. Est-ce que cette idée qu'il n'y a pas besoin du père, c'est un truc qui existe depuis toujours, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est en train de monter en puissance depuis quelques années? C'est vrai que bon, les écoles de travailleurs sociaux, puisqu'on est en contact avec les écoles via nos éducateurs, via les gens qui travaillent dans le social et qui sont rémunérés par nos soins, insistent beaucoup, et les écoles également, sur le principe de coparentalité. Mais comme je vous ai dit dès le début, il faut bien considérer que nous sommes des citoyens de seconde zone quand on est père séparé. Les droits avancent très peu. L'autorité parentale, on peut se la faire retirer si on tombe sur une juge militante. Sur l'évolution, moi je dirais qu'effectivement, la place du père est une idée révolutionnaire maintenant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un père, ça devient révolutionnaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la norme, on est en train de créer une norme sans père. Qu'est-ce que le père apporte, selon toi, Didier, dans l'éducation, en fait? Parce que c'est un point que, enfin, moi, de temps en temps, j'ai des féministes qui viennent commenter et qui me disent, mais regardez, les mères célibataires s'en sortent très bien, il n'y a pas besoin de père. Et je leur dis, mais le père est important parce qu'il apporte certaines choses aux enfants que la mère apportera probablement jamais.
Et du coup, c'est un peu une sorte de question récurrente, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus aussi, en fait. Est-ce que tu considères qu'il y a certaines choses que le père apporte à l'enfant de manière spécifique que la mère peut pas apporter, par exemple, ou... Oui, puisqu'à mon avis, c'est hyper important, puisque le père permet de casser la relation qui pourrait être fusionnelle entre la mère et l'enfant. Et donc, nous, notre but, et ça je le répète aux politiques, c'est notre credo, c'est que l'enfant arrive mature à 18 ans, mature et autonome. Or, on s'aperçoit, et on le voit tous les jours, que effectivement, on a de plus en plus d'adolescents, on appelle ça, des gens qui arrivent à l'âge adulte complètement immatures. C'est-à-dire qu'on est en train de créer effectivement une société qui est flippante pour les jeunes, des jeunes qui sont en général assez immatures et qui créent ce problème de société où il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de père et donc il n'y a plus de repères. Le père est là pour cadrer, pour aider, appuyer les démarches de l'enfant, qu'il soit adolescent ou adulte à mon avis, et tout jeune enfant également. Bon, là, moi, je peux que vous renvoyer sur des spécialistes. Je suis pas, comme vous le voyez, je suis un activiste. Donc, au niveau de la réflexion, j'ai ma philosophie personnelle. Je reconnais que je suis un activiste, mais sur ces questions fondamentales-là, je pense que d'autres personnes en parleraient mieux que moi. Mais pour moi, ça ne fait pas de doute que le père est important dans effectivement cette cassure entre le problème qui pourrait être fusionnel entre la mère et l'enfant. Et on s'aperçoit, nous, que les pères qu'on reçoit quand ils nous parlent de leurs ex, souvent elles répètent une situation qu'elles ont connue avec leur propre mère, pardon. Oui, c'est intéressant. Je suis sûr, Alexis, que tu as la même idée que moi en tête, peut-être. C'est qu'il y a des chiffres très intéressants aux États-Unis en particulier sur la délinquance pour les enfants de mères célibataires. Alors, j'ai même pire que ça, en fait. Comment dire, pour répondre à ta question, qu'est-ce que le père apporte ? Eh bien, si le père est présent, l'enfant a une meilleure réussite scolaire, il a une meilleure employabilité à 30 ans. S'il n'a pas été jeté à la crèche, s'il a été gardé par un parent qui était présent, il aura une différence de paye à 30 ans de plus de $20,000 par an, alors que pour la fille qui a été jetée à la crèche, elle aura une différence de paye que de $2,500 par an. Donc il y a un vrai impact sur combien est-ce qu'on gagne plus tard, suivant qu'on a eu droit à ses deux parents ou pas. Donc il y a un impact aussi sur le suicide, sur l'usage des drogues, sur le fait qu'on est SDF, sur le harcèlement scolaire. Il y a à la fois un impact en tant que victime, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à être victime de viol, même quand on est un garçon, d'être victime de viol si on n'a pas eu de père que si on a eu un père. Et à la fois, les violeurs, les agresseurs eux-mêmes, ont plutôt tendance à être issus de familles, à 80%, les agresseurs sont issus de familles sans père. Donc à la fois en tant que victime et agresseur, dans les deux cas, avoir un père, ça diminue, mais de 5 fois le risque, quoi. Donc ça diminue aussi, et c'est intéressant là, sur la santé, c'est-à-dire que l'enfant est en meilleure santé, il aura moins d'hypertension s'il a un père. Donc ça a un vrai impact, voilà. Désolé, je suis en train de lire The Boy Crisis de Warren Farrell, et donc tous les chiffres sont dedans, donc j'avais le papier sous les yeux. Mais vas-y Didier. Désolé. Et c'est vrai que c'est pour nous, c'est une évidence. Bon, après, c'est pour nous effectivement une évidence. Et là-dessus, quand on rencontre les interlocuteurs, il n'y a pas de doute non plus là-dessus. Que ce soit des gens de la CAF ou des gens des politiques, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Mis à part, effectivement, quelques écolos et peut-être un peu France Insoumise parfois, et encore... Mais sinon, effectivement, il y a un consensus là-dessus. Donc à la CAF, ils disent qu'ils ont besoin des deux parents. Ouais, le niveau d'études est directement lié au niveau d'études du père et n'a rien à voir avec le niveau d'études de la mère. Le niveau d'études obtenu. Donc ça, c'est effectivement, comme Alexis le disait, c'est vraiment des chiffres qui sont accessibles et on a suffisamment de recul pour prouver que, effectivement, la place du père est hyper importante. C'est pour ça que nous, on préconise la résidence alternée systématique, puisque pour nous, c'est la moins mauvaise des solutions. Voilà, c'est ça qui m'avait touché. Moi, j'avais vu une séance à SOS Papa. Les trois, c'était quasiment des cas qui ressemblaient beaucoup à l'homme battu que j'avais interviewé sur mon channel. Il y a une interview d'1 heure, là. Et des gens, en fait, qui avaient laissé la garde à la mère parce que la mère voulait la garde des enfants. Et 2 ans après, ils s'aperçoivent que la mère bat les enfants. Et du coup, les parents reviennent au SOS Papa pour essayer de demander à obtenir la garde, mais la moitié de la garde. C'est-à-dire que même après des choses terribles, les pères continuent de demander la moitié de la garde. Et c'est impressionnant comme humilité, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Nous, on pousse effectivement à ce que les pères passent un maximum de temps avec leur enfant.
quand on voit qu'il y a effectivement des défaillances psychologiques, psychiatriques ou de la maltraitance, puisque d'après les chiffres américains, on a quand même moins de 25% des enfants qui sont élevés sans maltraitance psychologique ou physique. C'est très très peu. Donc effectivement, nous on a un rôle de prévention, c'est-à-dire qu'on dit au père attention, dans 2 ans vous allez revenir pleurer chez nous et on n'aura plus de solution. Donc faites attention dès maintenant. Alors après, les pères se laissent un petit peu embobiner, si on peut dire, puisque dans 85% des cas, c'est la mère qui est partie. Donc ils ne font pas encore le deuil de la relation. Il y a tout ce processus, tout ce côté-là également qui rentre en jeu. Et donc on leur dit, mais non, ne donnez pas la main, vous allez laisser le bras. Bon. Donc tant d'un point de vue du temps passé avec l'enfant que d'un point de vue financier d'ailleurs, puisque bon, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais effectivement le point de vue financier a un fort impact également sur les séparations. Oui, ce qui se passe assez souvent en justice, c'est que si l'homme a donné la moitié avant, eh bien en justice, on discute sur la deuxième moitié et on la divise en deux, la deuxième moitié. Voilà. Donc du coup, on se retrouve plus qu'avec un quart. Si on veut, oui. Si on veut. Comment ça se passe pour vous mettre en relation avec un avocat? Parce que je crois qu'un avocat, c'est extrêmement cher, entre 2000 et 4000 euros, je crois. Donc, est-ce que c'est SOS Papa qui épaule ce prix-là? Alors nous, au niveau du Nord Picardie, on a été contraint, entre guillemets, parce que effectivement, on a raison de se plaindre. Moi, j'estime qu'à peu près 80% des jugements sont hors code civil. C'est grave ce que je dis, mais c'est malheureusement ce que j'ai pu constater. Mais les pères ont raison de se plaindre, si vous voulez, des décisions des juges aux affaires familiales, puisque les affaires familiales, comme le juge des enfants, c'est la seule institution pour laquelle il n'y ait qu'un seul juge en face de vous. Si vous allez au prud'homme, si vous allez au TAS ou autre, aux assises, vous avez plusieurs juges qui sont devant vous. Donc là, il y a un seul juge qui décide en fonction de son passé, en fonction de sa situation personnelle, sachant qu'il n'y a même pas de médecine du travail dans le cadre des juges. Ce passage devant le juge, effectivement, on peut, avec certaines raisons, critiquer effectivement les décisions des juges, sachant que pour être juge aux affaires familiales, il n'y a pas de formation spécifique. Par contre, effectivement, nous on s'est aperçu que dans grand nombre de cas, les avocats ne faisaient pas le boulot correctement. Ça, c'est clair que voilà. Donc, dans le Nord Picardie, nous avons décidé de conventionner des avocats. C'est-à-dire qu'on leur fixe un petit cahier des charges, une convention, qui reprend principalement leur code de déontologie, tout bêtement. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un en aide juridictionnelle ou quelqu'un qui paye 4000 € son divorce, il doit être traité de la même façon. Donc on conventionne des avocats sur les différents tribunaux, et ces conventions prévoient de recevoir nos adhérents d'abord à titre gratuit pour une première réunion, un premier entretien par exemple. Et on sait, là j'ai encore eu un cas là ce midi, on sait qu'effectivement, quel que soit le dossier, quelle que soit la situation sociale du père, on sait que l'avocat va donner son mieux, son maximum pour les... Voilà, parce que vous retirez la convention s'il rate un dossier qui était facile, quoi. Voilà. Donc c'est ça le souci, c'est qu'effectivement on a des pères qui allaient au tribunal, ils ne savaient même pas ce que leur propre avocat demandait pour eux. Donc on était dans une situation ubuesque. Donc nous on s'est dit avec le recul, en Nord Picardie, on conventionne, s'il y a un problème, moi ou un autre membre du bureau prend le téléphone ou va voir l'avocat, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation. J'avoue qu'en plus de 10 ans de fonctionnement de ce système-là, j'ai appelé 2 fois un avocat, c'est tout. Et encore, bon, l'avocat avait vraiment fait le job en urgence. Bon, c'est le père qui était plus ou moins réticent. Mais voilà comment nous, on fonctionne, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de baliser, sachant que les pères sont en extrême souffrance. Ils se sont fait larguer, ils sont rentrés le soir du boulot, leur appartement est vide. Parfois, il ne reste plus qu'une peluche au milieu de la pièce de l'enfant. Donc, c'est vraiment très, très traumatisant. Moi, je dis toujours que c'est l'équivalent d'un ITT de 30 jours, mais personne n'en tient compte. Et donc, c'est très traumatisant. Donc, si en plus, l'avocat ne suit pas et n'est pas fiable, c'est une catastrophe. Ça peut être une catastrophe. Donc par rapport aux avocats, ce que tu décris, Didier, là sur le retour du père qui arrive et il y a plus rien dans la maison, ça me rappelle. Alors je sais pas si tu l'as vu, un documentaire sur les mères japonaises qui est sorti sur France 2, je crois, il y a 1 mois et demi à peu près, quelque chose comme ça. Et
et typiquement qui parlait de cette espèce de problème qu'il y a, je crois, j'ai cru comprendre typiquement entre des pères français qui se sont, des hommes français qui ont épousé des japonaises et qui, du coup, ces japonaises ont le droit de prendre l'enfant, de le ramener chez elles au Japon, et la France n'arrive pas à mettre en place une sorte de lien pour obliger au rapatriement des enfants. Je sais pas s'il y a des cas comme ça aussi. J'ai mis un post tout de suite sur Facebook en disant que rien de neuf sous le soleil, quoi. En France, c'est pareil. Ouais. Vous allez à Valenciennes, vous habitez à Amiens, vous allez à Valenciennes. Si la mère a pas envie de donner les enfants, les policiers et les gendarmes ne bougeront pas. Si on n'est pas là, nous, ils bougeront pas. C'est le problème est le même. Je sais même pas pourquoi. Bon, ça leur a fait plaisir. Ils se sont payés un billet d'avion pour les reporters. Mais je sais même pas pourquoi ils sont allés là-bas, vu que nous, on a des dom-toms. Les gars, ils se réveillent, la nana est partie en Calédonie. Et j'exagère même pas, on a eu le cas. Oui, ou en Allemagne. Alors en Allemagne, n'en parlons pas. Il y a même une association dédiée pour franco-allemande. C'est une catastrophe parce que, alors là, on pourrait en parler également pendant une heure. Il y a des travailleurs sociaux via le Jugendamt, on appelle ça le Jugendamt, les travailleurs sociaux qui interviennent et qui bloquent tout contact du père avec l'enfant, mis à part les obligations alimentaires. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je rigole, mais c'est par recul. Hein. Oui, on est tous dans la même situation, devant la situation. Il paraît que les soldats en situation de bataille, ils rigolent. Mais moi, j'avoue, j'ai vu plusieurs milliers de pères, j'avoue encore d'être surpris par le génie créatif des épouses qui s'en vont. Hein. C'est les stratagèmes utilisés, j'avoue être encore assez étonné. Hein. Si vous voulez, moi, si... Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a pas besoin de grands stratagèmes finalement. Si les juges sont majoritairement des femmes et féministes, il n'y a pas besoin de mettre en place quelque chose de grand. Ah si, quand même, il y a des trucs. C'est quand même très fort. Mais si vous voulez, vas-y, donne-nous un exemple. Moi, si vous voulez, je milite dans l'association Nord-Picardie parce que en fait, des comportements névrotiques, vous en aurez toujours, que ce soit des hommes ou des femmes. Le problème, c'est que ces comportements névrotiques d'exclusion des pères sont cautionnés par le système. Alors le système, j'entends les experts, les travailleurs sociaux, parce que alors là, on pourrait en faire pendant une heure, et effectivement les juges aux affaires familiales qui se retrouvent avec des situations, des dossiers, eux ils jugent sur pièce, avec des éléments contradictoires et autres, et ils pensent qu'en attribuant la garde à la mère, la garde principale à la mère, ils ne prennent pas de risque. Or, il suffit de regarder les chiffres du 115, du 119, pardon. Voilà. En réalité, un enfant s'en sort mieux s'il est hébergé par un père célibataire que par une mère célibataire. Tout à fait. Littéralement mieux. Voilà. Nous sommes d'accord. Ouais. Bon, donc on sait qu'on aura plein d'exemples horribles sur les pères. Est-ce que tu as d'autres exemples de travail avec des administrations? Donc, on a parlé des prisons. Est-ce que du coup vous remontez jusqu'au procureur ou est-ce que vous avez rencontré les procureurs par d'autres biais comme celui des toits Alors les procureurs et les juges, nous on les sollicite quand la personne est détenue en préventive pour savoir si effectivement il peut voir son enfant. Ok, ouais. Et donc les relations sont bonnes avec les procureurs? Pardon? Est-ce que les relations sont bonnes du coup avec les procureurs? Ça va. Si vous voulez, nous on a du mal effectivement à faire passer le fait que ça soit SOS Papa, puisque comme je vous dis, défendre les pères en 2019, c'est un sujet très sulfureux. Donc, mais le fait est que nous, on a des conventions avec les services pénitentiaires, on a 3 agréments préfectoraux concernant des lieux médiatisés sur notre région. Bon, donc voilà, quand on arrive, on est un interlocuteur égal à tout autre interlocuteur. Alors ça fait rigoler parce qu'effectivement, et nous on joue un petit peu là-dessus, on est allé en cour d'appel voir le président de la cour d'appel de Douai il y a 10 jours. Bon, ça fait rigoler parce qu'effectivement, on est les seuls à être entre mecs de SOS Papa. Hein. Toutes les autres structures, il y a peut-être un mec et puis il y a 3 ou 4 jeunes femmes ou des femmes. Donc, autour de la table, la dernière fois, on était 25, on devait être 6 hommes, hein, puisque le social n'intéresse très peu les hommes. Donc, effectivement, on part toujours sur des sourires quand on nous voit arriver, même à 2 hommes, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en fait. Mais on se positionne en interlocuteur avec nos agréments, en interlocuteur avec nos
nos financements CAF, donc il n'y a pas de souci, on est reçu. Moi, si vous voulez, moi je préfère devoir me justifier sur le nom, comme je vous l'ai fait au départ, hein, c'est-à-dire nous avons droit à nos 2 parents, l'appel de l'enfant vers son père, et toucher du monde et des pères. Parce que si on s'appelle sur un autre nom, on n'aura aucune visibilité. Vous avez effectivement la CAF parfois qui s'appuie sur d'autres structures avec des noms qui sont moins clash, moins cash, et effectivement, ils n'arrivent pas à toucher les pairs, les cibles qu'ils souhaitent toucher, en fait. Alors, au niveau des autres administrations, effectivement, donc préfecture, agrément préfectoral pour nos lieux médiatisés, capacité d'accueil, responsabilité des accueillants et diplôme des personnes accueillant les familles qui nous sont envoyées par les juges aux affaires familiales, effectivement. Donc ça, c'était un gros travail de fond qui nous a été sponsorisé, si on peut dire, par la Fondation de France, qui nous a beaucoup aidé sur ce terrain-là, pour justement employer des personnes compétentes qui puissent monter les dossiers. On a fait un petit peu une étude sur notre région, et puis on a ciblé 3 endroits, Beauvais, Amiens, Lille, qui étaient susceptibles d'avoir besoin de nos services. Sachant qu'effectivement, par principe, je pense principe sexiste, hein, disons-le, Beauvais ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que les juges aux affaires familiales ne nous envoient pas de famille à Beauvais. Ok, mais globalement, ce que j'entends, c'est que il suffit de s'y mettre. En gros, il suffit de faire beaucoup de travail, d'envoyer plein de dossiers, 2 par semaine, donc, et au bout d'un moment, on finit par être accepté à 2-3 endroits, quoi. Il faut être force de proposition. Force de proposition et pas se décourager. Nous, l'an dernier, on a été accueillis à bras ouverts par la CAF de la Somme. Et par exemple, la CAF de l'Oise nous dit qu'effectivement, notre intervention au milieu carcéral, je le lis, n'indique pas comment cette intervention contribue à l'apaisement des relations père-mère-enfant. Bon, voilà. Le fait d'aider les pères qui racontent une histoire en détention et on remet l'enregistrement à l'enfant, il n'y a aucune dimension de parentalité. Les groupes d'expression de parents, c'est-à-dire nos groupes de parole, hein, comme on dit, l'action n'est fréquentée que par des pairs, donc voilà, ça peut pas être financé, et en plus l'animation repose largement sur des bénévoles dont on ignore le profil. Voilà ce qu'on peut recevoir dans notre boîte aux lettres après 10 ans de travail sur la parentalité. D'accord. Moss, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on a fait le tour à peu près? Moi, j'aimerais bien peut-être parler un tout petit peu quand même de ce qui a été dit par rapport aux mesures annoncées par Emmanuel Macron. Là, c'est cette idée de prélever sur les comptes bancaires des pères pour donner aux mères célibataires. Alors, je sais bien que c'est pas exactement le rôle de SOS Papa de s'exprimer sur ce sujet, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à creuser. Est-ce qu'on est en train de, enfin, moi j'ai vu passer des déclarations de féministes pour me dire en gros que ce n'était pas une nouveauté, que ça existait déjà et que finalement c'était pas une vraie avancée. Est-ce que c'est aussi le point de vue que tu as, Didier, ou est-ce que il existe déjà une agence de recouvrement des impayés, hein, puisque bon, on sait très bien, faut pas se cacher derrière son petit doigt, l'allocation de parents isolés, c'est une allocation qui est l'objet d'un sport national en France, hein. C'est-à-dire qu'une femme qui se sépare, elle emmène les meubles et ensuite elle passe par la casse CAF. Donc les gars vous disent, bah oui, elle gagne 2100 € par mois. Je leur dis, bah qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Bah rien, c'est la CAF, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui se sépare peut toucher jusqu'à plus de 2000 € d'aide de la CAF. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'elle s'embête d'un gars qui travaille au SMIC 35 heures par semaine et qui rentre parfois fatigué, qui passe ses week-ends à retaper les chambres des enfants. Pour lui, c'est un investissement dans sa parentalité, mais c'est pas perçu comme ça. Donc voilà, la CAF est devenue un bureau effectivement de remplacement financier, alimentaire des pères. Moi, ce que j'aimerais, si vous voulez, sur ce sujet, c'est de remettre tout à plat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un enfant, effectivement, a besoin d'être alimenté par son père? Point. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question aussi de passer du temps avec le père? C'est un peu comme le congé paternité. Moi, le congé paternité actuel, je suis contre. On a des pères qui sont en congé parental, ils sont à 60%, 80%, ils se séparent, la CAF leur dit, bah monsieur, il faut reprendre votre boulot, vous n'aurez plus d'aide, puisque c'est madame qui est allocataire.
En fait, je crois qu'il faut remettre tout à plat, toute la parentalité à plat, la coparentalité, et revoir de A à Z. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette les pères dans les couches des bébés. Moi-même, j'ai élevé mon enfant pendant 3 ans tout seul, de 2 à 5 ans, donc je peux vous dire que je sais ce que c'est. La mère étant absente, étudiante la semaine. Donc, il faut effectivement voir une vision globale. Ça ne sert à rien de mettre des enfants, les parents, les pères, dans les couches des enfants quand ils sont tout petits, et quand ils se séparent 1 an plus tard, monsieur, ça sera point rencontre ou un week-end sur 2. Il faut remettre vraiment tout ça à plat. Sachant que le recouvrement des pensions alimentaires marche assez bien. Il suffit d'un huissier, il suffit de solliciter l'agence, il y a l'allocation de parents isolés. Bon, tout ça, ça fonctionne. Oui, il me semble que la police se déplace, etc. quand il s'agit d'un père qui ne paye pas sa pension. En plus, on peut prélever directement sur le compte bancaire d'origine. Donc, bon, quand il ne la paye pas, des fois, ça peut être soit d'un accord direct avec la mère, que la mère dit, la mère peut être généreuse aussi et admettre qu'elle a un travail et que du coup, elle n'a pas besoin de cet argent-là. Et il y a des fois où le père ne peut plus payer, je suppose, et du coup, il ne paye pas parce qu'il ne peut plus, je crois. Alors moi, j'ai déposé 25 plaintes de non-représentation d'enfants. Le procureur a dit qu'effectivement, plein cadre à la télé, que c'était de sa faute si je voyais plus mon enfant. Monsieur Kiertan circulait, rien à voir, en gros. Par contre, si vous ne payez pas effectivement pendant 1 mois votre pension, vous pouvez très bien, si vous avez une mère conflictuelle, vous pouvez très bien vous retrouver en correctionnel et incarcéré. Ça fait aucun doute. Hein. Nous, on a des cas régulièrement comme ça. C'est-à-dire que la police, effectivement, vient chez vous et puis vous êtes convoqué en correctionnel et vous avez des fortes amendes. Et le problème est d'autant plus grave que, effectivement, nous, on a des pères qui reçoivent leurs gamins, ils ne savent pas les nourrir pendant le week-end. Ils n'ont rien dans leur frigo. Il y a ce problème-là, et puis il y a le problème également de transfert, c'est-à-dire qu'en général, parfois les pères refont des familles, et c'est les enfants de la nouvelle compagne qui n'ont plus à manger, en fait. Alors la nouvelle compagne nous appelle, je ne peux plus nourrir mes enfants parce que le papa a été saisi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est un problème sociétal énorme. C'est là que ça commence à bouger, je crois. On commence à reconnaître que c'est une charge pour les pères dans la mesure où ça touche la nouvelle mère, en fait, la nouvelle mère des nouveaux enfants, etc. C'est quand ça touche les femmes, c'est quelque chose que je tiens de Karen Strokan, que ça y est, et que la loi commence à bouger, du coup, et bougera pour cette raison-là. Ouais. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que, voilà, il y a le côté alimentaire, mais je pense qu'il faut investir à long terme dans nos enfants. Le long terme, c'est, je vous dis, qu'ils soient mûrs à maturité quand ils sont adultes, et puis qu'ils soient autonomes. Or là, qu'est-ce qu'on fait ? On demande des pensions alimentaires. Vous avez des enfants qui voient donc leur mère toucher des pensions alimentaires et donc ne pas travailler. Pourquoi l'enfant travaillerait à l'école ? On en revient toujours à la même chose. C'est pas stimulant. On avait l'impression avec Macron quand même que c'est un nouveau moyen de coercition, qu'il y a une nouvelle coercition qui va se déguiser derrière le fait que le père le doive non plus à la mère maintenant la pension, mais à l'État, et c'est l'État qui remboursera la mère, si j'ai bien compris. Oui, mais disons que oui, c'est des lubies à Marlène Schiappa. Hein. D'ailleurs, nous, on a demandé à ce qu'elle nous reçoive en octobre 2017. Elle n'a toujours pas eu le temps de nous répondre. Ah. Donc, voilà. J'avais posé la question. Voilà, donc, bon, elle n'a pas que ça à faire. Elle a Hanouna, elle a tout ça à faire. Bon, ok. Alors, est-ce que Marlène Schiappa a déjà reçu des associations d'hommes ? Je ne crois pas, parce que effectivement, compte tenu de la teneur de notre discours, par rapport au sien, excusez-moi, mais bon, on n'est pas du tout sur la même échelle, sur la même échelle de valeur. Hein. Nous, effectivement, on a une vision globale des enfants, on a une vision globale de la coparentalité. Bon, si effectivement, pour elle, la parentalité, ça se résume à alimenter les enfants, bon, moi je veux bien, mais d'autant qu'il existe des dispositifs qui se substituent au père. Hein. Oui, oui. Ok, moi j'ai une dernière question pour SOS Papa. Donc il y a l'association nationale et Nord Picardie, etc. Enfin voilà, c'est compliqué, mais globalement, pour moi, j'ai l'impression qu'ils se sont fait connaître entre les années 80 et 90. Comment est-ce qu'ils ont réussi ? Est-ce qu'ils ont fait un coup de com'? Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de publicité sur des affiches ? Enfin, je m'en souviens pas, mais comment est-ce qu'ils ont fait leur publicité pour que ce soit une association qui soit autant reconnue aujourd'hui et aussi célèbre, en fait ? Alors, on a eu quelques précurseurs, effectivement, qui ont... j'ai retrouvé, moi, comme je suis un ancien, dans le tout début des années 2000, j'ai été fouillé un peu dans les placards pour retrouver des panneaux, des banderoles, parce qu'on voulait faire une manif, d'ailleurs qu'on a faite. Et effectivement, j'ai retrouvé des vieilles banderoles où c'était indiqué justice sexiste, ras-le-bol et tout. Donc,
En fait, les gars réussissaient effectivement à monter des petites manifestations devant les tribunaux, devant les ministères, pour se faire entendre. Donc c'est comme ça que petit à petit ça a pris. Bon, pour des problèmes après d'ego et autres, c'est resté un petit peu au niveau SOS Papa National, ils sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. Nous, on a fait le choix de nous ouvrir et d'aller chercher les interlocuteurs, de montrer qu'on était en capacité d'aider à la parentalité. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait des manifs, on arrivait à réunir 50-100 personnes. Moi-même, je suis allé à une manif, mais alors là, ce jour-là, on s'est fait insulter par certains groupes. On est allé à une manif de la Journée de la Femme. Donc on était une cinquantaine, moi je tenais un bord de banderole, j'étais derrière, j'étais tout peureux, tout craintif, parce que je me suis dit, effectivement, ça n'a pas raté, je me suis fait engueuler, insulter. Mais on a participé effectivement au défilé de la Journée de la Femme avec notre grande banderole SOS Papa, nous avons droit à nos 2 parents. Tout à fait. Donc je pense qu'avec c'est un petit peu ces coups-là de manifestation, les choses ont commencé à bouger. Ensuite, il y a eu l'apport de Annie Dupéré et Evelyne Sulro en marraine d'honneur. Et puis le fait que nous, dans le Nord Picardie, on travaille sur notre région, sur le terrain, qu'on apporte des solutions, qu'on essaie de faire valoir nos idées, bon, je pense que ça permet d'avancer également et de sensibiliser les gens. Ok. Excellent. Moss, du coup, est-ce qu'il te reste encore des questions, du coup? Pas vraiment. Je crois qu'on a... Enfin, moi, je pense qu'on a abordé la plupart des points qu'on avait envie d'aborder. Peut-être qu'on peut rappeler quand même... donc, il y a un site web pour SOS Papa Nord Picardie. On mettra le lien en description de la vidéo. Est-ce qu'il y a une page pour des financements, par exemple? Est-ce que si des gens veulent t'envoyer des dons, il y a une méthode, ou est-ce qu'ils te contactent via le site web? On a une possibilité d'adhésion par le site web, sachant qu'on est d'intérêt général. Donc à partir du moment où on est adhérent, on peut déduire ça de ses impôts. D'accord. Ça, c'est bon à savoir pour nos auditeurs les plus fortunés. Faites des économies sur vos impôts et cotisez auprès de SOS Papa Nord Picardie. On a des donateurs comme ça qui effectivement reconnaissent notre travail et qui sont contents de ce qu'on fait et qui nous donnent tous les ans, là au mois de décembre, on fait un appel à fonds et puis on est aidé par ce biais-là, quoi. Et d'accord, bah voilà. Est-ce que tu as Didier, toi, des événements qui sont prévus dans les quelques mois qui viennent, ou des choses que tu voudrais annoncer éventuellement pour faire de la pub? Je sais pas si tu as un événement, un café des pairs ou quelque chose comme ça. Non, de toute façon, tous nos événements sont indiqués sur les blogs, hein, et puis sur le mur Facebook SOS Papa Nord. Donc toutes les infos sont sur ces médias. Et puis voilà, c'est un gros travail de terrain, donc qui est pas forcément bien valorisé sur les réseaux sociaux, mais je peux vous dire que c'est un gros travail de terrain, effectivement. D'accord, okay. Très bien. Alexis, tu as envie de conclure ou de rajouter quelque chose? Ah bah oui, les statistiques que j'ai citées, là, je suis en train de monter la vidéo sur le livre The Boy Crisis, donc ça va être publié très prochainement, probablement cette semaine d'ailleurs. Donc voilà, vous aurez toutes les infos sur pourquoi est-ce qu'un père est indispensable pour élever l'enfant. Voilà. Donc ça va arriver bientôt. J'ai vu que tu avais fait une excellente vidéo, Moss, sur Wikipédia. Voilà, donc aux auditeurs, allez voir aussi cette vidéo, elle est passionnante. Voilà. Oui, c'était sur comment Wikipédia est devenu un espace un petit peu féministe, en fait, parce que Wikipédia a décidé, enfin la haute direction de Wikipédia a décidé de prendre des positions assez claires et assez tranchées pour dire que il fallait subventionner des associations féministes. Et donc depuis quelques temps, on a des associations féministes qui rédigent et réécrivent certaines des pages. Et je crois notamment qu'il y a quelques pages sur les droits des pères qui ont été un petit peu affectées par ça. Enfin voilà, je veux pas m'avancer trop, mais j'ai cru voir passer des choses aussi par rapport à ça. Mais je persiste à dire que, attention, il y a une différence des réactions sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Sur le terrain, les gens ont conscience que la coparentalité est importante, que la place du père est importante. D'ailleurs, ces disruptions, si on peut dire, qu'on voit tous les samedis, hein, bien évidemment. Et il y a une différence, effectivement, entre l'opinion publique, les gens de terrain, et ces décideurs, entre guillemets, qui sont dans les ministères et autres, et qui sont complètement déconnectés des réalités. Pourtant, Macron, lors de sa campagne, avait bien mis en avant que le principal terme, le plus important des Français, c'était la famille. Et il n'a pas compris ça.
puisqu'il n'y a même pas de secrétariat d'État à la famille. Et je pense que c'est ce décalage qui fait qu'effectivement, le gouvernement actuel n'est pas du tout en phase, ça en fait partie, n'est pas du tout en phase avec le peuple. Bon, eh bien très bien, merci beaucoup à Didier Quiertan, et donc merci, je rappelle le nom de l'association, c'est SOS Papa Nord Picardie. Donc merci pour ton intervention, et j'invite nos auditeurs qui seraient éventuellement dans la région Nord Picardie et qui chercheraient à avoir de l'aide à te contacter ou à au moins regarder ton site web. Et nous nous retrouvons pour un nouveau Café des Hommes dans 2 semaines. Portez-vous bien. Ciao. Merci. Au revoir.